Alors, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir, Natacha et Laure. Natacha, on va déjà commencer par parler un petit peu de ce qui s'est passé depuis quelques années, et notamment par rapport à la langue. Il y a quelque chose qui m'a frappé en travaillant la rencontre, c'est que jusqu'à l'âge de 6 ans, vous ne parliez qu'Innu, et l'apprentissage du français va venir un petit peu plus tard. Et ensuite, vous allez donc délaisser la langue maternelle. J'aimerais savoir comment finalement vous êtes revenu à cette langue, revenu à vos racines. Quel a été le déclic de cet abandon et ensuite de ce retour à vos origines, à vos racines et notamment à cette langue Innu? Bien enchantée. Merci de me recevoir. Je vais me présenter dans ma langue, justement, par principe, puis je vais répondre à la question. Très, euh, comment on dit ça? Très court. Kaino Tomeshe, namasumaidan de tayan kara, tuji wamadagut, ma tuji epistema, Martidi waawideman bjustane hemane de doinut Canada ou de hen si ou de Québec, Canada. Donc, très heureuse de vous rencontrer ce soir. Mon nom est Natacha Canadi-Fontaine. Je suis donc c'est ça, Inou de la communauté de Pessamit sur la Côte-Nord, autrice, artiste multidisciplinaire à temps plein. Puis c'est ça, je suis contente de parler de J'achète mon exil parce que c'est mon premier recueil publié en 2012. Ça fait 12 ans. J'avais 20 ans, 21 ans. Puis ma vie littéraire est pratiquement la moitié de ma vie, presque. Ce que je trouve drôle. Mais en tout cas, c'est pas drôle, mais c'est ça. Donc, très enchantée de vous voir ce soir. Donc, euh, oui, des fois, même quand moi-même, je réfléchis à ça à nouveau, de me dire, mon Dieu, je parle que français, j'évolue dans un monde francophone, complètement francophone. Après, bon, il y a des fois les malheureux débats autour du français au Québec qui peuvent en fait porter atteinte même à la vivacité d'autres langues, surtout les langues autochtones. Fait que quand je me dis, je vis dans un environnement francophone, puis j'en oublie ma langue à nouveau. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à la parler au quotidien le plus possible et ne pas la perdre encore une fois. Mais justement, quand je réfléchis à tout ça, puis que je me dis, mais c'est fou quand même que c'est la première langue que j'ai parlée pendant si longtemps, quand même, 6 ans, 6 ans, durant toute l'enfance, puis que je vivais dans mon village, puis qu'on ne parlait que cette langue-là, surtout à l'époque encore. Aujourd'hui, bon, les Noémoun se flétrient un peu plus chaque année, c'est rare. Donc, même quand je retourne, je l'entends. Fait que, je me dis, j'ai même pas souvenir de cette époque-là, parce que bon, c'est comme quand on parle en français, on a l'impression on a l'impression juste de parler, on n'a pas l'impression, on n'a pas conscience qu'on parle une langue. Tu sais, c'est deux niveaux différents d'être conscient. Comme quand on parle une langue qu'on a appris, on est conscient qu'on la parle parce que notre cerveau travaille, mais c'est ça, quand on n'a pas souvenir d'avoir parlé une langue, je trouve ça vraiment mystérieux, en tout cas. Mais c'est sûr que ça continue à avoir un impact dans ma vie. Dans le sens que c'est ça ma façon de penser. Je pensais rester comme celle de chez nous. Même récemment, j'ai passé beaucoup de temps dans ma communauté, puis je me suis dit, mon Dieu, je suis vraiment une Inou, je suis pas une Québécoise, je suis pas une Canadienne, je pense pas comme le monde de l'extérieur. Est-ce que le monde de l'extérieur nous comprend? Ben, en tout cas, c'est pas un questionnement. Fait que la langue, pour moi, c'est vraiment comme, c'est mon territoire. Et est-ce que les autres comprennent ce territoire-là? Je pense pas. Même si on la parle, même si on connaît des mots, je pense pas qu'on comprend la grandeur de ce territoire-là. Puis moi, il faut absolument que je le réapprenne moi-même. Donc, voilà. Très bien. Alors justement, vous avez parlé de cette première édition au Québec en 2012. Ce qui était sous un titre différent, N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures, là aussi, magnifique titre, mais qui était issu d'un proverbe tzigane. Vous avez décidé de rééditer le livre avec les éditions notamment de Paysages, par respect, en changeant le titre, par respect pour la population tzigane, mais aussi parce qu'un roman était sorti en France du même nom. Ça, c'est une anecdote particulière aussi. Vous avez fait un choix fort de changer un titre de roman sur une réédition, alors qu'en effet, le premier titre était parlant, avec potentiellement une perte de popularité du livre. En perdant le titre, on peut forcément s'y perdre un peu.
Racontez-nous cette histoire, cette anecdote et ce choix extrêmement fort d'avoir choisi une sorte de désappropriation culturelle. Redonner, en fait, ben, en fait, c'est rester intègre à mes propres luttes en quelque sorte. Déjà à l'époque, ça m'avait déjà posé problème. J'avais un malaise, puis encore plus quand, dans la même année, je m'étais rendu compte qu'un livre qui parlait des tziganes était sorti au même moment en France. Puis même les premières fois que le livre a été présenté en France, j'ai des gens qui sont venus me dire, ben, ils savaient pas que j'étais l'autrice, mais, comment ça, qui a pris ce proverbe? Tu sais, c'est comme qui a utilisé ça? C'est pas à eux, c'est pas. J'ai juste voulu faire un pont. Mais c'est sûr que je comprends totalement ça, parce que moi-même, si je serais de l'autre côté, je veux dire, quand je suis de l'autre côté, j'ai la même réaction. Fait que je me dis, comment, même si, oui, il y a toujours une grande valeur dans la volonté de faire des ponts, mais à quel prix, puis à quel détriment de qui, tu sais. Donc, je me dis, si je veux justement parler de ce respect-là que je demande et que je réclame au travers même de ce livre-là, de ces poèmes-là, comment est-ce que moi-même j'applique ça, tu sais. Donc, moi, je trouve que souvent, ce qui importe dans les relations, autant interculturelles, intercommunautaires, tu sais, s'il n'y a pas de respect de l'intégralité de l'autre ou de l'intégrité de l'autre, ça, je voulais dire plutôt, à quel prix, tu sais, quelle est la valeur de ça si il n'y a pas de respect, même le plus inconscient possible, si le respect n'est pas présent. En tout cas, pour moi, c'est vraiment important. Puis comme déjà, dès le début, j'avais un malaise bien avant de rencontrer ces éléments-là, j'avais l'impression que, donc c'était mon premier livre, j'avais 20 ans, mais j'ai eu l'impression déjà de me faire déposséder de ces poèmes-là en imposant un titre que je voulais seulement comme exergue, que je voulais simplement qu'il complémente le livre et non en devienne le titre. Donc éventuellement, longtemps en fait, j'ai eu un malaise même avec comment on dit ça, la réaction des gens face à ce livre-là, de dire, ah, le titre, de l'acheter que par le titre, alors que je me sentais vraiment comme déjà je me reconnais pas dans ce titre-là. Éventuellement, oui, dans le travail éditorial, on peut des fois adapter, non pas adapter, mais forger un livre par rapport au titre qu'on a choisi. On m'avait convaincue, donc j'étais convaincue, puis j'ai fait le travail par la suite. Mais ça, c'est une question de travail éditorial, hein. C'est sûr qu'avec le temps, je m'étais convaincue moi-même, mais je suis comme vraiment dans une espèce, aussi dans les dernières années, dans une espèce de démarche de à quel moment est-ce que j'ai envie, si dans mon travail littéraire, j'ai envie qu'on reflète la vérité, jusqu'où est-ce que je peux aller. C'est ça, bon, après, c'est forger les livres, faire les livres, c'est tout plein de limites aussi. Donc, mais je me suis dit, en tant qu'autrice, moi, quel cadeau je peux me donner, surtout pour le 10e anniversaire du recueil, qu'est-ce que je peux me donner comme cadeau, mais c'est de me le réapproprier complètement. Donc, dans une réédition, puis de redonner un titre que j'aurais voulu choisir à l'époque. Je me souviens quand je travaillais le manuscrit, j'avais hâte de choisir le titre, puis on m'avait enlevé ce bonheur-là. Fait que je me suis dit, quand j'ai eu la chance donc, de rééditer, je l'ai fait. Même, bon, après, au-delà de ça, que le titre, le reste, c'est littéralement, bon, je vais dire dans mes mots, je m'en fous, genre la popularité ou pas. Moi, c'est la vérité, hein, toujours, l'authenticité de l'écriture et de qu'est-ce que ces poèmes-là peuvent porter aussi. Bon, j'enlève rien à tout le travail autour, mais c'est ce que je veux dire quand même. Je pense que ceux qui font les livres, ce sont les auteurs, à la base. Puis autour, c'est les gens qui aiment, qui supportent la création des livres et la création des auteurs. Fait que, des fois, on oublie ça dans le marché du livre, on oublie que c'est l'auteur qui crée les livres. Puis en tout cas, tout est porté sur l'industrie et non l'idée originale. Fait que je me dis, c'est ça, mes luttes sont là, mes luttes personnelles sont là. Puis après, bon, avec chaque éditeur, c'est toujours très différent. Puis au-delà de ça, je m'étais dit, ce serait intéressant de relire en me demandant qu'est-ce qu'en 10 ans, en 10 années, 10 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé dans le monde et même l'environnement dans lequel j'ai écrit ce livre-là. Puis à l'époque, bon, la seule chose que j'avais déjà prévu faire comme éducation, je ne voulais pas en faire tant que ça. C'est vraiment par rapport, par exemple, le mot sauvage était partout. J'étais vraiment dans un processus d'appropriation du mot, de réappropriation du mot qui est péjoratif aux États-Unis, au Canada, un peu moins au Québec. Ça a été beaucoup moins utilisé comme une insulte, mais quand même, ça l'est quand même dans les localités, surtout sur la Côte-Nord d'où je viens. Fait que je m'étais dit, à l'époque, c'était une forme d'appropriation, mais maintenant, je trouvais ça beaucoup, je, trop, pour moi-même, à la lecture, je me disais,
Il y a des moments où c'était pas nécessaire de garder ce mot-là, puis des moments où c'était nécessaire. Puis je me suis dit, juste ça, au moins, je vais pouvoir faire la paix avec ça aussi. Également. Donc, pour moi, c'est vraiment une forme de réappropriation. Et finalement, ce titre-là, c'est vraiment le poème dont on m'a le plus parlé, dont les gens avaient le plus souvenir. C'est celui qui commence par J'achève mon exil. Non, euh, en des forêts citadines. Comment je porte mon canon en des forêts citadines. Mon pays m'appelle, mon pays me revient. J'achève mon exil dans un retour tremblant. Donc pour moi-même, ça fait longtemps que j'ai pas écrit de la poésie parce que je vis un blocage, puis c'est normal. Mais pour moi, de republier ce livre-là était justement achever un exil avec moi-même, achever un exil en poésie aussi, en me le réappropriant. Puis bon, les éditions des paysages ont choisi de le prendre aussi et de le mener en France, fait que j'étais bien, bien contente. Donc voilà, c'est comme C'est extrêmement intéressant ce regard 10 ans après sur la poésie. Vous avez modifié des choses. Est-ce que vous considérez justement que la poésie doit évoluer aussi, doit faire son... alors là, c'est pour votre récit, pour votre recueil, mais est-ce que dans 10 ans, vous pourriez aussi le modifier en fonction de l'état du monde? Ma question étant, est-ce que la poésie évolue aussi en fonction de l'état de la société, en fonction d'un nouveau vocabulaire? Ou au contraire, est-ce qu'on, vous aviez 19 ans, vous étiez peut-être une autre personne ou une personne un petit peu plus différente? Est-ce qu'on ne devrait pas finalement garder ce qui a été écrit? Est-ce que pour vous, la poésie est une matière mouvante et qui doit évoluer aussi en fonction de la société dans laquelle on est? Euh, autant je pense que oui, absolument. Autant oui, je pense que, par exemple, c'est comme revoir pour la réédition d'un livre un texte ou un manuscrit. Dans ce cas-ci, j'ai juste voulu changer ce mot-là qui, moi, me dérangeait. Parce que le monde avait évolué, puis en même temps, je me suis dit, je peux pas changer ce texte-là non plus parce qu'il a été écrit dans le contexte à l'époque, tu sais. Fait que je peux pas tout changer, mais j'ai juste enlevé deux mots sauvages là-dedans. Mais, tu sais, je me suis dit, même avant ça, je l'avais pas relu depuis longtemps parce que j'avais même moi-même, bon, c'est ça, quand tu as 30 ans, 10 ans plus tard, puis tu as écrit ton premier recueil à 20 ans. À l'époque, c'était un des rares recueils de poésie écrits par des autochtones. Fait que je m'étais dit peut-être que comment on dit ça, l'engouement était plutôt biaisé parce que c'était des choses qu'on connaissait pas à l'époque. Mais quand je l'ai relu, bon, j'ai fait la paix finalement. Je suis comme, OK, finalement, j'étais pas si naïve et innocente. Mais mais dans ça, j'ai fait la paix aussi parce que je me suis dit, OK, vraiment, c'est dans tout ce que j'ai. Bon, c'est drôle à dire puis à parler de ça parce que je suis devenue critique moi-même, donc littéraire à l'interne, plutôt dans la communauté. J'enseigne les littératures autochtones à l'École nationale de théâtre du Canada à Montréal. Puis, donc, je veux que mes élèves aussi, qu'ils soient autochtones ou non autochtones, qu'ils aient un regard critique sur qu'est-ce qui est produit en littérature et dans les arts et la culture en général pour aussi qu'on puisse évoluer, qu'on n'ait pas finalement les mêmes produits année après année, décennie après décennie, puis que finalement, il n'y ait pas nécessairement d'évolution parce que ce qu'on veut voir, c'est autant, bon, pour moi, c'est, je réfléchis dans le sens des langues aussi. Notre lutte en ce moment, c'est de faire en sorte que nos langues originelles, autochtones de ce continent-ci ne disparaissent pas. Et pour ça, il faut accepter de les voir évoluer dans certains cas. Parce que, par exemple, bon, si vous avez lu Joséphine, on en parle beaucoup. Si vous avez lu d'autres auteurs autochtones qui sont locuteurs de leur langue maternelle, on le sait. C'est des langues qui, pendant des millénaires, étaient des langues du territoire. C'est des langues forgées à partir du territoire. Donc, le vocabulaire ne, précis ne parle que de la vie en territoire. Fait que c'est sûr que la langue évolue si on vit en ville, si on est sédentaire, puis qu'on est plus nomade. Fait on n'a pas le choix de nous-mêmes d'accepter l'évolution de nos langues dans ce contexte-là, même si on n'a pas, c'est un contexte qu'on n'a pas nécessairement choisi. Mais on accepte ça et on réfléchit à comment, à la sauvegarde de cette langue qui se transforme, même si, en quelque sorte, je pense qu'on est en train de faire le deuil du passé et du vocabulaire, parce que comme c'est des langues d'action, surtout, c'est forgé, je pense, à partir de verbes d'action, la plupart des actions se passent en territoire. Donc, les actions qui se passent de façon sédentaire en milieu urbain ou en milieu rural, c'est complètement différent. Donc, déjà, il y a le deuil de se dire, c'est sûr qu'on ne peut plus penser de façon en action avec cette langue-là. Et je pense que la littérature, c'est un peu la même chose. Les écrits, c'est un peu la même chose. Bon, je suis beaucoup moins, par exemple, je suis pas nécessairement dans une position, je veux qu'on change un texte absolument.
Mais je pense que des fois, par exemple, j'ai une critique par rapport à un livre qui est ressorti récemment, qui est celui de Anantane Kapesh, qui est c'était pas une autrice, c'était juste une grande leader, oratrice de la communauté de Shefferville. Elle avait écrit dans les années 70 les premières publications par une autochtone au Québec, qui n'étaient pas nécessairement des écrits, mais plutôt des transmissions faites à l'oral, enregistrées, qui ont été retranscrits par une linguiste à l'époque qui travaillait beaucoup dans les communautés, qui s'appelait José Maillot. Donc, José Maillot, elle a fait la traduction de ce qu'elle a pu retranscrire de la parole de Anne Campech. Donc, vous comprenez, il y a beaucoup de filtres qui passent, la transcription. Ensuite, la traduction en français. Et c'est une traduction en français des années 70. Donc, ça va beaucoup être eux les Blancs, nous les Indiens. Alors que quand j'ai eu la chance de faire la lecture, bon, une lecture de 75 minutes, une mise en lecture de 75 minutes au théâtre il y a quelques années de ce même texte-là. Ça a été, en fait, le texte a été retravaillé par Charles Bender, qui est un dramaturge et un metteur en scène Wendat, donc d'ici, avec qui j'aime beaucoup travailler. Puis, il avait fait donc le travail dramaturgique, en fait, pour pouvoir essayer de résumer le livre, parce que bon, c'est des centaines de pages. Mais Lino et Moon, déjà, il prend 10 fois plus de place sur une page qu'une phrase en français, la même phrase en français. La traduction n'est pas nécessairement une traduction littérale. Fait que ce que j'observais, c'est que après, c'est ça, 12 ans, 10 ans dans le milieu littéraire, puis dans la traduction également, je remarquais que ce que je lisais en Innu, comme je peux le lire et je peux le comprendre, la traduction était peut-être 30% de la pensée d'Anantane Kapesh. Et dans les dernières années, le livre a été... Bon, ça, c'est ma critique, là. Vous pouvez dire vous pensez ce que vous voulez de ça, mais quand j'ai relu ce qui ont été republiés récemment, j'ai été vraiment, franchement, déçue du très peu de travail de réadaptation du texte en français. Alors, à ce moment-là, j'étais vraiment dans un état de me dire, oui, la traduction était bonne pour l'époque, mais est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait, par exemple, enlever, tu sais, les mots qui sont devenus péjoratifs et pour que nous tous, de tous les peuples, puissions partir pour la compréhension du texte et de la parole d'Anantone Kapesh, repartir sur des bases où on comprend mieux qu'est-ce que Indien veut dire en Innu. Innu veut dire être humain, mais en Innu, ça veut dire, c'est pas l'Indien, c'est la personne qui vit sur ce territoire-là et qui comprend ce territoire-là. C'est pas un Indien. Si on lit le mot Indien, nous-mêmes, dans nos cerveaux, on reste avec ce qu'on nous a donné ou enseigné sur le mot Indien. Même si on comprendrait, en entendant le texte, que c'est pas ça qu'Anantane veut dire, mais si on entend juste Indien dans tout le texte, à l'oral, c'est sûr, notre cerveau perd beaucoup de l'information qu'il devrait recevoir. Et je me suis dit, ce que j'ai pu interpréter en Innu et ne sera jamais totalement compris que si on ferait une traduction beaucoup plus près de la parole réelle d'Anantane Kapesh. Mais en même temps, on est quand même dans le récit de vie avec Anantane, on est quand même dans une forme d'essai. On n'est pas nécessairement dans la poésie, on n'est pas dans la fiction, on n'est pas donc nécessairement dans une écriture qui sort directement du cerveau de la personne dans une langue qu'elle maîtrise. Donc, on n'est pas, c'est ça. Ma position par rapport à ce livre-là, par exemple, reflète ma position dans certains autres aspects de la littérature. Mais mettons pour des poèmes, mettons, c'est un exemple très simple, Charles Baudelaire, tu sais, je pense il y a beaucoup de poèmes qu'on publie pas en ce moment parce qu'on se dit on va pas bien les interpréter vu le contexte dans lequel on est aujourd'hui, avec comment est-ce qu'on comprend nos enjeux et les enjeux quotidiens, sociétaux, etc. Mais on publie ce qui est lisible, tu sais, on va dire, je vais utiliser ce mot-là. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais c'est ça, tu sais, ça change comme ça. Donc, par rapport à ma propre poésie, des fois, je trouve ça, c'est sûr, ça devient inconfortable parce que, parce que je me dis, il faut quand même que je reste, quand je le lis, il faut que je me rappelle de qui j'étais à 20 ans, qui n'avait pas nécessairement toutes ces connaissances-là, toutes ces réflexions, mais c'est sûr que je m'étais rendu compte, ah oui, mais je pensais déjà comme ça à ce moment-là. Donc, j'ai pas beaucoup changé. Très bien, merci pour ces éléments, Natacha. Et c'est vrai qu'en vous lisant, j'achève mon exil pour un retour tremblant.
Votre écriture, elle est gorgée de minéralité, elle est gorgée d'animalité. Et je me suis en effet posé la question de la langue pour le fait, en fait, pour savoir si véritablement la langue Innu pouvait être traduite. Est-ce que l'écriture, finalement, est-ce que le vecteur de l'écrit est-il suffisant pour exprimer toute la richesse de cette langue? Ah, ben, avec ce que je viens de dire, en plus, il faut absolument que je dise non, ça suffira jamais. Moi, je suis très noir et blanc aujourd'hui, mais non, parce que je me dis, c'est sûr que, bon, avec, tu sais, Joséphine qui retraduisait ses propres poèmes dans ses propres recueils, je trouvais déjà là comme une information très unique, parce que c'est rare qu'on entend, c'est ça, c'est pas tout le monde qui traduit ses propres poèmes, mais surtout dans deux langues qui sont très différentes, même jusque dans les racines. Il y a presque pas de lien entre ces langues-là. Puis même ici, on va dire c'est une langue coloniale avec une langue originelle, donc c'est deux états différents, deux façons de penser complètement différentes. Et les images, les concepts ne sont pas les mêmes, tu sais. Puis donc c'est très, même elle dit, moi je fais plutôt une adaptation en Inoue ou en français si c'est dans le sens inverse. Puis quand elle m'a dit, quand je l'ai entendu dire ça la première fois, j'étais comme, c'est vrai, traduction, oui, peut-être, c'est traduire, c'est transposer d'une langue à l'autre une pensée, mais si cette pensée-là est tellement différente qu'elle est difficile à transposer, est-ce qu'on accepte qu'elle soit difficile puis qu'on n'essaie pas de la forcer à être transposée? Est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on se dit, il faut quand même tenter de la transposer plus possible? Moi, mon travail, c'est de tenter de transposer le plus possible la pensée autochtone, non seulement dans mes écrits, mais dans ce que j'enseigne, dans ce que je transmets. Mon but, c'est parce que je me dis, même après 12 ans de vie publique, de vie littéraire, artistique, quand je parle de la pensée autochtone, j'ai l'impression qu'on ici, en tout cas, du moins, les gens ils comprennent pas de quoi je parle. Et pourtant, je passe depuis tellement d'années à tenter de verbaliser le plus possible quelle est la pensée autochtone. J'essaie de donner des exemples le plus concrets possible, le plus clairs, visuellement aussi. Ben, après, c'est difficile visuellement, mais je me dis qu'est-ce qui va m'amener en fait finalement à ce qu'on comprenne l'essence même de notre expérience. Puis finalement, avec le temps, j'ai quitté un peu le monde de la poésie pour me rendre en fiction parce que je m'étais rendu compte en chemin, entre-temps, que la fiction avait tellement beaucoup plus de pouvoir dans la compréhension des expériences d'un peuple ou d'autres cultures au pluriel, que pour l'instant, vu que ma lutte, moi, c'est de me faire comprendre comment je pense, comment je vois le monde. Si en poésie, je tente de le faire, et souvent, je trouve qu'en poésie, c'est très clair, mais c'est pas clair pour tout le monde, c'est pas accessible à tout le monde, la poésie. Fait que je me suis dit, je vais me tourner vers la fiction pour continuer mon travail, pour continuer à contribuer à vraiment cette compréhension de plus en plus grande envers nous. Donc, pour moi, la littérature, c'est encore un lieu de lutte et moins d'expression personnelle, euh, parce que c'est le monde des idées, c'est le monde aussi des images, malgré les idées. Donc, pour moi, c'est des défis à relever d'écrire des romans ou des nouvelles. J'adore ça, en fait. Même, j'ai l'impression que mon esprit, j'ai libéré mon esprit à pouvoir imaginer tellement toutes sortes de choses. Parce qu'en même temps, je suis dans un domaine où, avant moi, ben, au Québec du moins, il y a pas eu beaucoup de gens qui ont fait beaucoup par exemple, de science-fiction, de fiction avec du réalisme magique ou de vraiment de jouer ou de réinventer les contes et les légendes, de leur redonner leur valeur originelle également, de transmission, de pouvoir de connaissances et de savoir, mieux comprendre notre place à tous dans le monde d'aujourd'hui aussi. Pour moi, j'ai une passion totale à avoir cette liberté-là. Puis en même temps, ce qui est toujours dangereux, c'est sûr, c'est quand on est pas beaucoup, quand on est un nombre restreint de gens, d'écrivains, d'artistes pour l'instant. On est de plus en plus, hein. Chaque année, je découvre une dizaine de nouveaux noms d'artistes autochtones ici. Mais à l'époque, tu sais, j'étais toute seule, fait que j'avais beaucoup plus de poids. Maintenant, je sens que j'ai de plus en plus de liberté. Je me détache de plus en plus aussi du regard public parce que pendant longtemps, il y avait cette pression-là quand même, les attentes du lectorat ou les attentes de défaire les stéréotypes, défaire les idées préconçues, défaire les préjugés. Il y avait vraiment beaucoup de travail. Éduquer, mais c'est dur d'éduquer en poésie. En fiction, c'est plus facile. En tout cas, c'est que je me dis,
pour les prochaines années, du moins, ce que je vais continuer à faire, c'est tenter de faire comprendre de plus en plus l'essence même. Mais même essence peut-être porter une autre interprétation à ce que je veux réellement dire. Fait que des fois, même quand je parle moi-même de la pensée autochtone, j'ai du mal à trouver les bonnes formulations. Mais c'est un défi de tous les jours, hein, mais j'adore ça. Très bien, très bien. Alors justement, vous avez côtoyé différents pans et genres littéraires, vous avez quasiment, et artistiques, vous avez quasiment touché à tout. Qu'est-ce qui vous séduit tant dans la poésie? Parce que vous avez aussi fait du slam, vous avez commencé votre carrière avec du slam. Finalement, comment se lient les choses entre les différents arts que vous touchez? Vous venez de dire en effet que vous choisissez votre vecteur littéraire en fonction de ce que vous vouliez faire passer. Ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt rare d'ailleurs, on entend rarement ce genre de choses. Euh, Justement, j'aimerais comprendre finalement les liens qui s'exercent dans votre esprit d'autrice ou d'artiste. Quand vous choisissez un genre littéraire, finalement, est-ce que vous changez de casquette? Est-ce que vous changez d'esprit? Est-ce que vous changez d'état d'esprit? Est-ce que vous changez de personnage? Est-ce que vous êtes multiple, Natacha Canapé-Fontaine? Hey, j'ai un trouble dissociatif. Non, 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 mauvaise blague, c'est pas juste. Non, non mais moi, je trouve que j'ai plutôt une casquette qui a tout simplement plusieurs couleurs à la fois, hein. Elle n'est pas juste bleue, rouge ou jaune, elle est multicolore. Mais je pense que... Mais de toute façon, tu sais, quand on me pose la question souvent, je trouve ça drôle de plus en plus. Ça fait 12 ans qu'on me pose la même question. Comment trouves-tu, bon, pas ta question, mais la question de plein de gens que j'ai croisés avant, depuis 12 ans, c'est vraiment comment tu te sens à être autant multidisciplinaire? Je suis comme, mais, je sais pas, moi, c'est ma façon de penser. Puis maintenant, je réponds vraiment, je trouve que les artistes autochtones, en plus, on est vraiment beaucoup à être multi ou interdisciplinaire, puis avoir vraiment comme une façon de penser. Mais tout simplement pour répondre à votre question, pardon, directement, c'est de dire, en fait, je pense que nous, on voit le monde de façon vraiment interreliée. C'est un héritage de nos ancêtres, c'est un héritage, je pense aussi, de la vie nomade. La survie, hein, dépend de bien connaître son environnement. La survie en communauté dépend aussi d'un partage égal des connaissances avec les autres artistes. Fait que des fois, je me dis comment j'applique ces valeurs ancestrales, traditionnelles dans mon quotidien. Mais je me dis que comme nous sommes pour la plupart souvent des touche-à-tout, on reste pas nécessairement dans un seul domaine. C'est tout simplement parce qu'on est habitué à penser à différents niveaux de la vie. Je sais pas comment dire, c'est très simple, des mots très simples, mais dans le sens que, par exemple, pour moi, la poésie, c'est comme... parce que moi, j'ai commencé en peinture, hein, très, très avant la poésie. Je voulais devenir peintre, mais je faisais de la peinture abstraite. Mais moi, c'était comme, je comprenais quand même que il y avait beaucoup de l'inconscient qui ressortait dans l'abstraction. Et moi, j'étais toujours très intéressée à connaître mon inconscient, puis qu'est-ce qui se cachait dans mon corps ou dans mon inconscient, mon subconscient, dans ma génétique aussi. Puis même au tout départ, pour moi, puis c'est là que la poésie est née. À ce moment-là, je pense que c'est devenu sa flamme qui a déclenché l'écriture de la poésie quand j'avais 16 17 ans. C'est de me rendre compte qu'en peignant, j'avais l'impression de voir se tracer les itinéraires des nomades inuits. Et je me suis dit, ah, j'ai envie d'en savoir plus. Ça, c'était avant que je découvre le recueil de Joséphine qui m'en a dit beaucoup plus sur ces itinéraires-là. Et donc, soudain, la poésie devient le lieu de réappropriation, de remettre sur la carte géographique qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous faisions, et pourquoi est-ce que nous sommes si déconnectés en ce moment de nos propres cultures, tu sais. Personne ne mérite d'être aussi déconnecté. C'est comme je dis, encore une fois, j'espère refléter autour de moi ce partage des connaissances la plus égalitaire possible avec les gens qui m'entourent, avec ma famille, mes amis, en tout cas. Puis, à ce moment-là, c'est sûr, déjà à l'époque, je me suis dit, si ça parle de mon inconscient, quand j'ai traversé vers la poésie, j'ai eu l'impression de peindre, mais en mots. J'avais l'impression que ce qui était inaccessible dans l'abstraction et dans les œuvres picturales devenait accessible par la poésie. Et je pouvais encore jouer avec la poésie et les mots pour brouiller les pistes, puis en même temps jouer dans l'inconscient des gens en quelque sorte. Et puis en même temps, je crois quand même
à ce que le lecteur reçoit, c'est à son interprétation, selon comment la personne va s'identifier, selon son passé, sa vie, ses expériences. Donc, la poésie résonne différemment en chacun de nous. Même moi, ce que je reçois comme poésie des autres, je vais toujours l'interpréter selon ce que je vis. Un poème va résonner maintenant, il ne résonnera pas dans 10 ans, ou ça va être l'inverse. Et pour moi, donc, la poésie devient, c'est encore une fois, quelque chose de plus accessible et visuel, bizarrement, parce que ce sont des mots, on comprend ces mots-là. Jouer avec les mots, puis de pas rester dans des phrases, c'est toutes simples, comme Ah, je suis allée marcher dehors au soleil. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette phrase-là pour rendre la beauté de ce moment-là? On peut l'inverser, on peut jouer avec les mots. Puis j'ai toujours, à cause que j'ai commencé ma vie en parlant éno et mots, c'est une construction totalement différente du monde et des phrases. À l'école, j'ai toujours eu des mauvaises notes. J'avais de très bonnes notes en français, mais de très mauvaises notes en syntaxe, puis en cohérence. Mais parce que moi, j'écrivais selon ma conception du monde qui était pour moi très cohérente. Donc, j'avais pas de problème de compréhension, mais mes professeurs n'arrivaient pas à comprendre ce que je disais. Mais en tout cas, avec le temps, j'ai dû travailler ça. Mais même très tard dans ma vie, je perdais toujours des points là-bas, je comprenais jamais. Puis quand j'ai compris que c'est parce que certainement que je pensais encore dans ma langue maternelle, ça m'a rassurée, c'est ça, en quelque sorte. J'ai pas totalement perdu ma langue maternelle parce qu'elle est restée profondément ancrée en moi, mais c'est ça, la poésie, la danse, c'est un autre langage. Pour moi, c'est de la poésie mais en mouvement. Les arts de la scène, la performance, même l'art performance, c'est une autre façon. C'est d'autres poèmes pour moi. C'est de l'art visuel, c'est parler aux yeux des gens, dans les oreilles des gens, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut créer pour eux comme expérience sur scène. Puis ce que j'aime quand même, je pense, dans la force d'être créateur ou créatrice, c'est de tenter de diriger un peu où est-ce qu'on veut que les gens ressentent quelque chose. Après, encore l'interprétation est libre, mais je me dis, il y a quand même ce pouvoir-là qu'on a de pouvoir tenter de diriger pour faire comprendre une expérience. Il y a des artistes qui sont pas dans cette démarche-là, mais moi, je le suis parce que j'ai une lutte depuis de nombreuses années, puis je pense qu'on n'a pas terminé de mener cette lutte-là. Mais pour moi, ça passe par toutes les formes d'art possibles parce qu'elles sont toutes interreliées de toute façon. Très bien. Tout à l'heure, je parlais d'atmosphère animale, minérale. J'aimerais savoir, tout à l'heure, on parlait aussi d'image. Comment vous travaillez finalement votre matière? Est-ce que c'est... alors, on parle aussi de sensorialité, clairement, votre écriture, elle est sensorielle. Est-ce que c'est par quel sens finalement? L'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue? Comment vous travaillez la matière que vous visualisez? J'imagine que la vue, c'est en premier lieu, mais ensuite... qu'est-ce qui agit chez vous quand vous écrivez et que vous retransposez ce que vous voyez? Bonne question. C'est la question que, bon, déjà, en tant qu'artiste, c'est une question que je veux me reposer toujours et ne jamais perdre de vue une idée de me re-questionner constamment parce que justement, je veux évoluer, j'ai peur de rester confortable dans certaines choses. Euh, Dans le sens que, tu sais, en tout cas, le confort, des fois, peut mener à bien certaines choses et peut mener à mal d'autres. Me questionner, je trouve que c'est aussi, ça fait partie, je pense, du devoir de l'artiste, de se re-questionner, re-questionner sa relation au monde, puis d'être dans une espèce de, en quelque sorte, extrasensorialité. Du moins, c'est, je pense, l'état dans lequel mes ancêtres étaient constamment, en étant dans le territoire. Fait qu'aujourd'hui, je me dis, en tant qu'artiste, en fait, je ne fais que recréer le même schéma. D'autres font des choix tu sais, en étant autochtone, c'est sûr, c'est quelque chose que j'observe, sur quoi je réfléchis. Je me dis, si moi je suis comme ça depuis maintenant de nombreuses années, tu sais, je peux même plus imaginer c'est quoi une vie en étant dans l'inverse, tu sais, en étant dans une espèce de tu sais, l'inverse, je suis pas capable de nommer l'inverse de ça, l'opposé de ça. C'est quoi ne pas être conscient ou ne pas être sensible, tu sais, je voudrais pas vivre dans cet état-là, mais je pense que des fois, oui, les douleurs, les traumatismes, les expériences de vie, les violences peuvent nous emmener dans une espèce de... Ça vient faire taire notre sensibilité, mais ça vient aussi nous déposséder, en quelque sorte, en tant qu'humain, de cette sensibilité-là.
Je pense que mes ancêtres m'ont donné ça comme héritage, puis j'espère pouvoir, avec les arts, pas juste l'art, mais les arts, donner ça aux autres êtres humains autour de moi, tu sais, en restant très proche de la philosophie traditionnelle de chez nous. Puis à ce moment-là, je me dis, des fois aussi, je me dis quand je pense à mes cinq sens, quand c'est ça, j'essaie de me questionner, je me dis, est-ce que mon processus de création est toujours le même? Souvent, mais finalement, je me dis, mais non, c'est souvent le même quand j'essaie d'écrire. Bon, c'est quand même quelques années que j'essaie d'écrire de la poésie, fait que c'est la question que je me pose. Comment est-ce que je refais pour écrire? C'était quoi mon processus, en tout cas? Il y a plusieurs expériences en poésie puis dans la vie littéraire qui marquent, en fait, un petit peu négativement mon expérience de la poésie, malheureusement. Donc, c'est très difficile à outrepasser. Mais étant moi-même, tu sais, survivante, descendante des survivantes des pensionnats, c'est une question que je me pose à tous les jours. C'est une recherche que je fais en ce moment, autant dans les arts que dans la littérature, dans l'essai, en fait, dans pouvoir écrire un essai à ce propos. Mais souvent, ça passe par une espèce de re-questionnement. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Si je regarde dehors, à quoi je pense? C'est quoi ma première pensée? Qu'est-ce qui me fait mal? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me préoccupe en ce moment? Qu'est-ce qui me préoccupe positivement? C'est quoi ma lutte du moment? Si j'ai pas de lutte, si j'ai pas de lutte. En fait, des fois, même mon effort, c'est d'essayer de vivre sans lutter. Mais c'est dur, hein, quand on vient d'un monde euh, comme celui, quand on descend des gens, des survivants des pensionnats, c'est un monde à relever, déjà. Puis j'essaie de transposer ça dans ma littérature aussi, cette expérience-là, pour qu'on puisse mieux la comprendre. Mais c'est ça, sinon c'est ça visuel, mais je me dis que dans ce que je ressens, même le flou que je peux ressentir à l'intérieur, souvent je le sens ici ou je le sens comme dans ma tête, comment est-ce que je peux le décrire, tu sais? Puis si je peux pas le décrire en mots, je vais faire une peinture, puis je vais essayer de décrire visuellement qu'est-ce que je ressens. Qu'est-ce que je peux écrire? Des fois, je vais faire une première phase dans un domaine, ben, genre dans un médium, puis je me dis, qu'est-ce que je peux écrire à partir de ça? Qu'est-ce que je peux créer à partir de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que des fois, les différents médiums me permettent de creuser plus loin dans mes sentiments et dans mes réflexions. J'avais quelque chose que je voulais dire, mais je pense que je l'ai oublié. Ah, je voulais juste dire, dernièrement, j'étais à Pessamit, donc j'étais de retour dans mon village pour un petit contrat où je travaillais avec les jeunes en théâtre. Ça m'avait vraiment fait du bien. Avant, je trouvais ça toujours très difficile de revenir dans mon village parce que il y a encore bon, certaines conditions de vie qui sont pas aussi graves là, maintenant. De toute façon, c'est un très beau village maintenant, beaucoup plus qu'avant. Mais c'est sûr, il y a encore beaucoup d'enjeux, d'obstacles, de toutes sortes de choses. Je vis au niveau familial certains obstacles également, puis normal, tu sais. Puis, mais tu sais, je m'étais dit, pourquoi est-ce que cette fois-ci, je me sens bien chez moi? Puis là, c'était le temps de la cueillette, hein, des bleuets, des fraises, dans le bois, dans la forêt. Puis quand je revenais dans ces territoires-là, au bord du fleuve, je m'étais dit, mais pourquoi est-ce que je suis autant frappée par les couleurs? C'est- Ça, c'est mon questionnement en ce moment. C'est qu'est-ce que je peux faire? Mais je me sens envahie de couleurs. Je vois des couleurs dans le ciel, je vois les couleurs de l'eau, les couleurs du village, les couleurs de la forêt, juste les couleurs des plantes quand tu vas cueillir des petits fruits. C'est une panoplie de détails de couleurs. Puis je me disais, mon Dieu, ça fait trop longtemps que je vis en ville, je vois que du gris. Je ne vois plus les couleurs ni les détails. Je vais devenir, c'est ça, je vais perdre la capacité de voir toutes les couleurs. C'est que je me dis, il faut que c'est ça. Non, en tout cas, j'ai essayé d'expliquer du mieux possible. Mais quand on parle du processus créatif, ça devient de plus en plus flou pour moi, fait que j'espère être claire. Non, non, c'est très clair, c'est extrêmement clair. Alors, pendant que vous préparez le premier extrait à nous lire, on va faire une petite photo de groupe comme on en a l'habitude. Voilà, 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Natacha, c'est à vous. Ok. Ah oui, voilà. Des soleils se relèvent sur le pays de ma naissance, Neuf-Moudénan. Il y a l'été comme il y a des réserves entre nous. Marche rupestre, résine limpide, érigée à la brunante. Tom Chihava,
décelée entre deux pages blanches. Empreinte brusque, la neige s'effondre. Je fume les murs où je m'écrase, siècle de tabac, tombant en chimère. Mon souffle s'asphyxie, s'envole avec le ciel de lanternes célestes, agrippé aux présences stellaires. Le rythme des voix et du tambour sur le littoral de douleur. J'ai oublié l'odeur du cuir séché, décor d'exode, mon cœur. Le parfum du brasier enlace mon vêtement, incendiaire mojito. Il mène à la barre du jour, la brise perdue, immensité ivre, l'hiver fumé. Je repars, un petit dernier. La lune bifurque, elle a changé le sud de place, elle veut veiller le nord, ni d'est ni d'ouest. Tu montes la rivière à contre-courant, tu chasses ton ciel, se fend et fond dans mes bras vides, l'écorce s'écrase et cambriole les messages tendus au vent. Les bouleaux se sont faits immenses, des ombres sur les murs de ma demeure quand elle ne l'est pas. L'hiver talonne la cour des miracles. Je raconte des bibles en écrivant les plumes écroulées, le sable du balcon. Ton rêve se termine où mon corps commence. J'entame le clair de tes feuillages figés. Merci, Natacha. Un élément évidemment essentiel, un personnage, on pourrait dire, alors un personnage, c'est difficile de dire ça, mais un personnage principal du recueil, c'est le territoire. C'est évidemment le territoire, un grand point d'ancrage de votre œuvre même en général. Qu'est-ce que vous y mettez derrière ce mot qui finalement lui aussi est multiple? Mais vous y mettez quoi derrière quand on est autrice, quand on est artiste? Quelle signification il a pour vous, notamment dans ce recueil-là où vous retournez vers votre territoire, vous achevez cet exil? Qu'est-ce qu'il a comme signification finalement? C'est drôle en plus, des fois je le lis pas assez souvent, mais à chaque fois que je replonge dans ce recueil-là, surtout que là que je reviens de Thessalonique, là, j'en reviens pas à quel point j'ai su, je sais pas, je savais que c'était ma démarche à l'époque, mais j'ai su tellement bien, tu sais, je relis et je revois les couleurs des ciels, des cieux, des couchers de soleil, des levées de soleil. Je me dis, mon Dieu, j'ai tellement bien imbriqué Pessamit, sans l'imbriquer, là, mais tellement bien peint, que je me dis, mon Dieu, des fois, on dirait qu'en ce moment, quand j'écris, je me dis, je veux tellement remettre Pessamit au centre de mon écriture, puis je me rends compte que je le faisais déjà à l'époque, puis il est toujours là, c'est sûr, mais j'ai l'impression que je le fais jamais assez. En tout cas, faut pas que je perde la question. Bon, je l'ai perdu finalement. Trop amoureuse de Le mon village. territoire. Le Ah oui, c'est territoire. ça. Le territoire en tant que point d'ancrage dans votre œuvre. Mais c'est ça, c'est fou parce que même aujourd'hui, quand je l'entends, puis je le lis, même dans la littérature québécoise, ce mot-là, je me re-questionne moi-même, tu sais, qu'est-ce que ça représente pour moi, ce mot-là? Puis, tu sais, c'est sûr que je l'ai tellement utilisé comme pour dire mon territoire. Ce territoire-là, c'est mon village, mais c'est aussi tout le territoire ancestral qui est vraiment une très grande partie de la carte du Québec quand on la regarde bien. Quand je pense à territoire, c'est les rivières. Revenir dans mon village il y a 14 ans, ça m'avait aidé à reprogrammer presque mon cerveau en disant la carte géographique que tu vois n'est pas celle de chez toi. C'est pas la réalité. C'est pas ta réalité. Puis quand je regarde, à l'époque, c'était ce qui me parlait beaucoup, c'est les cartes topographiques. C'est quelque chose que j'ai essayé de recréer un peu même dans les peintures abstraites, c'est de peindre d'être dans une expression simplement, puis en fait, de tracer comme si c'était des cartes topographiques, puis d'essayer de deviner le territoire intérieur à partir de ce mouvement-là. Puis je me suis dit, à chaque fois que je regarde, que je montre la carte, euh, tu sais, là, c'est le début d'année, là, j'ai rencontré mes groupes à qui j'enseigne à l'école, puis j'ai pas le choix de partir par les cartes géographiques pour bien que les gens se situent bien où est-ce que nous sommes quand on parle des Inuits, des Atikamekw, de certaines nations. Puis là, on va rentrer dans les oralités. En plus, moi, j'adore mon travail. Dans les oralités, dans les histoires orales et tout ça. Fait que je veux qu'ils sachent d'où vient ce conte-là ou ce récit oral. Puis à chaque fois que je regarde, par exemple, tu sais, l'endroit le plus clair pour nous sur la carte, c'est le réservoir Manicouagan.
Euh, Tu sais, c'est à des kilomètres de Pessamit, mais de plus en plus, mon village, du moins le Conseil des Inuits, tente de faire comprendre au gouvernement du Québec que ça fait partie de notre territoire ancestral. C'est nécessaire qu'on ait la chance de continuer à circuler sur ce territoire-là, mais ça ne nous appartient pas selon le gouvernement. Tu sais. Donc, tout ce qu'on a selon le fédéral et la loi sur les Indiens, c'est la petite partie autour de mon village qui est la réserve. Tu sais. Ce qui est considéré la réserve, mais pour nous, c'est pas ça. Nous aussi, c'est des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres de marche, de voyage en canot, bon, maintenant on voyage avec des voitures aussi pour se rendre dans le bois, mais tu sais, quand même, pour moi, je me dis, ben, au Québec, tu sais, quand on regarde la carte encore une fois, quand on pense au Québec, on voit la carte. Moi, j'ai toujours eu l'impression de voir une tête de chien ou les gens voient autre chose, hein, mais je sais pas pourquoi moi je vois ça. Mais tu sais, quand je vois cette carte-là, en fait, le Québec, comme on pense se connaître, ce n'est que la partie sud. Comme le Canada, ce n'est que la partie sud. Toutes les grandes villes, c'est tout ce qu'on pense qui est la société canadienne n'est qu'une infime partie du territoire. Oui, c'est le peuple, c'est les gens, mais même, tu sais, quand on parle de ville, ça revient quand même à quelque chose de territorial, mais c'est pas le Canada. Je veux dire, dans ce qu'il est territorialement parlant. Donc, pour moi, je me dis, comment est-ce que je fais pour réintégrer cette immensité-là en poésie? Bon, la poésie permet de le faire. Euh, je me suis posé la question en fiction, comment est-ce que je continue à intégrer ce territoire-là? C'est drôle parce que ben, même dans mon premier roman, qui est aussi chez des paysages, là, c'est drôle, c'est après, moi je suis très critique hein, dans tous les bords, même de moi-même, puis j'ai trop d'exigences envers moi-même aussi dans la vie de tous les jours, ce n'est pas un secret. Mais je relisais mon roman, puis je me disais, je suis très satisfaite, mais est-ce que j'aurais voulu ne pas parler du territoire dans ce sens-là, parce que la fiction me donnait tout d'un coup des... Bon, j'ai mis beaucoup de poésie dans ce livre-là aussi, mais ça me donnait moi-même des limitations par rapport à ce que je veux réellement donner comme idées ou références ou expériences fictionnelles du territoire que j'aime, que je connais et que je défends et que je souhaite défendre de toute exploitation si c'était possible. Est-ce que je fais moi-même des erreurs ou est-ce que je reproduis moi-même des schémas? Est-ce que en tout cas, j'essaie toujours d'éviter ces choses-là, mais c'est ça, c'est des questions que je me pose. Fait que ce territoire-là, quand même, tu sais, je me dis, quand je lis, par exemple, par exemple, les poètes québécois, je sens que le territoire, c'est pas du tout le même que celui que j'ai en tête, que celui que les Autochtones mettent dans leur poésie. Mais quand même, je sais quand même que, tu sais, souvent les Québécois qui viennent de régions où il y a des grands, grands espaces, des poètes, je pense, là, la notion de territoire se rapproche. Parce que là, on parle du même sens d'immensité, du même sens de vivacité du territoire, en tout cas dans la nature même, dans la végétation. Mais des fois, je me dis, ah, est-ce qu'un jour, on serait capable d'investir cet imaginaire-là? Grande question. Aussi, et je vais lire un passage sur ce fameux territoire, un de vos poèmes. Je revois encore ta figure et tes yeux, réserves indiennes, le territoire où j'aimais me taire, enfouir mes doigts transis, parcourir la souche de tes cheveux longs, mon indompté, mon farouche animal, le territoire où j'aimais, je me terre, tes détours de rivière, mêlés aux miens, mon chantier, mon barrage de ciment fer, conjurer les soupirs, pieds nus. C'est aussi, on parlait de territoire, mais on parle aussi de territoire intérieur finalement. Vous vous adressez notamment à vos grands-parents, et Koukoum en est Koukoum et Mouchoum. C'est aussi un territoire intérieur vis-à-vis de vos ancêtres, de vos racines. Les grands-parents, c'est peut-être le socle le plus intime et en même temps le plus attaché à nos propres racines familiales. Peut-être encore plus que nos parents. On a l'impression que c'est un échelon un petit peu plus supérieur qui nous ramène à un temps un petit peu plus ancien, à un temps un peu plus ancestral. Cette volonté-là de territoire intérieur, elle est capitale à mon sens. Le territoire dans votre langue, dans votre écriture, il me semble, et au-delà du territoire physique, est un petit peu plus aussi dans le territoire de l'intime. Je pense que oui, parce que déjà à l'époque, j'imagine, comme j'étais beaucoup moins connectée à ma communauté, je la connaissais encore peu. Même si aujourd'hui, je me rends compte que je la connaissais beaucoup plus que je l'imaginais à l'époque, mais
ma façon de le retrouver, surtout quand je repartais vivre en ville ou étudier en ville. Là, maintenant, ça fait 10 ans que je suis à Montréal, puis je pensais jamais rester ici si longtemps. Mais même récemment, je me suis dit, il est temps que je retourne à la maison. Euh, Parce que je me dis, oui, maintenant, il y a beaucoup plus d'autochtones en ville, mais on dirait que notre véritable identité se trouve vraiment là où nos ancêtres, ben, grands-parents, grands-parents et générations précédentes ont vraiment passé le plus clair de leur temps. Bon, après, bon, imaginez que toutes les réserves que vous voyez, mettons des communautés Innu par exemple, surtout des communautés Innu, sont toutes au bord du fleuve, mais c'est pas nos territoires ancestraux, c'était à l'intérieur des terres. Les communautés ont été créées là où elles sont parce qu'ils nous ont attrapés, mauvais mot, mais ils nous ont eu pendant nos campements d'été, fait qu'on est installés là où on campait l'été, au bord du fleuve. Mais nous, on était vraiment dans l'intérieur des terres. Fait que déjà, en plus, tu sais, dans l'idée de territoire, il y a une idée de se dire, il faut que je me réapproprie la totalité et non juste l'infime partie qu'on nous a donnée ou imposée. Euh, mais par rapport aux grands-parents, même encore aujourd'hui, je me dis, comment est-ce que j'explique ça? Parce que bon, c'est peut-être au Québec, et on a l'impression, bon, personne vraiment, en majorité, je pense, d'autres peuvent en témoigner, on n'a pas tant de lien avec les grands-parents dans la société, j'ai envie de dire, générale, dominante. Mais chez nous, c'est une très grande caractéristique, c'est même une façon de vivre, c'est une logique, c'est notre nature, tu sais, comment veux-tu être au monde si t'as pas tes grands-parents? Puis moi, je me pose la question parce que mes 4 grands-parents sont décédés il y a 10 ans, fait que je l'ai senti, la grande déconnexion, même juste existentielle, j'ai envie de dire, de me dire, mon Dieu, je suis en train de réapprendre ma culture, mais mes grands-parents sont tous disparus en 5-6 ans, là, quand même. Mais comment je fais pour faire mon propre, tu sais, mes propres liens avec ma famille et ma communauté? Fait que c'est un autre sujet, mais tu sais, c'est sûr, j'ai trouvé d'autres parentalités. J'ai envie de dire, Joséphine à l'époque, il y a eu d'autres mondes depuis. Il y a des gens, je sais pas si vous connaissez Daryl McCloud, qui était, qui est décédé récemment, qui était un très grand auteur autochtone canadien. Et j'avais l'impression d'avoir un ami, un grand frère, peut-être même un peu un oncle, presque un grand-père. Puis il y a tellement de choses que j'aurais voulu faire avec lui. Puis son décès c'est pas complètement brisé, mais ça m'a vraiment brisé le cœur. Même je vis son deuil encore ces temps-ci, même si je pensais pas que, même si je le voyais rarement, je l'ai rencontré qu'une fois en personne, on avait passé un excellent moment ensemble et je sentais ce lien-là quand même. Puis je me dis, mon Dieu, j'ai toujours su à l'époque, quand mes grands-parents nous ont quittés, que j'allais quand même trouver des liens qui allaient me suffire. Mais je me rends compte, c'est sûr que ça me suffit pas, je pense. Simplement aussi parce que dans ma nature, dans nos valeurs traditionnelles, nos grands-parents sont immensément importants. Mais l'anecdote que j'ai envie de vous raconter, c'est que récemment, bon, c'est sûr, j'ai des frères et sœurs, puis une de mes sœurs me disait, je cherche des archives sur grand-maman, notre grand-mère maternelle, parce qu'elle, elle n'a pas connu. Fait que je me suis dit, elle, en ce moment, c'est ça à quoi elle réfléchit. Elle tente de comprendre d'où elle vient en connaissant ou en reconnaissant le visage de ses grands-parents. J'ai fait une recherche très vite sur le web, puis j'ai retrouvé, en fait, je savais pas, ben, il y a une autre linguiste qui travaille chez nous depuis très longtemps, qui a participé à la l'élaboration du dictionnaire Innu-français d'ailleurs. Elle s'appelle Lynn Drapeau. Continue à collaborer à divers magazines en linguistique dans différentes universités. Et j'ai trouvé un article sur ma grand-mère qui l'a décrit en plus. Même moi, je me souviens pas trop d'elle. J'ai été en lien avec elle. J'ai été très proche d'elle. Elle est partout dans ma poésie, dans mes écrits, cette grand-mère-là. Puis elle est décédée, j'avais 9 ans. Mais tout d'un coup, j'avais comme une description d'elle, comme si elle était devant moi. Puis c'est quelqu'un qui faisait une analyse d'un texte qu'elle racontait, qu'elle avait reçu de sa grand-mère. Puis moi, avant ça, ce que j'essaie un peu de lutter envers ça dans ma communauté, c'est que des fois, on ne connaît pas les informations au-delà de nos grands-parents. On ne sait pas qui sont nos arrière-grands-parents, alors qu'on est là à dire, oui, c'est important pour nous, la généalogie, mais nous-mêmes, on n'a pas accès à ces documents-là. Puis après un certain temps, il n'y a pas de documents parce qu'à l'époque, nos grands-parents vivaient dans le bois, fait qu'on ne peut pas avoir accès à des vraies archives. Fait que c'est comment est-ce qu'on réveille justement la tradition orale, du moins, tu sais, celle du quotidien, celle de raconter des histoires
pour du moins retracer notre généalogie, même de simple façon orale. Comment est-ce qu'on réveille ça pour qu'on puisse retrouver ce chemin-là? Et moi, ça passe par une linguiste non autochtone qui l'a connue, qui avait un enregistrement. Après, tu sais, j'en ai parlé autour de moi, là, puis j'étais tellement heureuse. Puis on m'a dit, mais je pense que l'enregistrement est à Pestamit dans les archives de la bibliothèque. En tout cas, puis je me suis dit, OK, éventuellement, je vais faire de la recherche. Mais sans savoir, tu sais, pendant longtemps, je ne savais pas que ma grand-mère participait à la transmission de la langue, mais aussi à l'élaboration de livres sur des contes et légendes. Puis vraiment, voulait absolument qu'on garde la langue nous, qu'on garde nos connaissances sur les contes. Et là, je me dis, mon Dieu, sans savoir, je ne suis une pâle copie de ma grand-mère. Je sais pas comment dire ça. Dans le sens que tout d'un coup, j'ai trouvé une satisfaction en me disant, pas une satisfaction, un peu ça, en me disant, mon Dieu, je ne sors pas de nulle part dans ma famille. Je ne fais que continuer le travail de ma grand-mère et sûrement de d'autres personnes auparavant qui ont toujours tenu à sauvegarder la culture. Parce que j'ai l'impression, c'est sûr qu'on a moins la chance de le faire. C'est pas tout le monde qui a les mêmes connaissances sur leur propre peuple en ce moment. Et on perd la langue aussi. Fait que moi, on se pose tous des questions sur comment sauvegarder tout ça. Mais de trouver cette histoire-là sur mon arrière-arrière, bon, je sais plus à quel point ça remonte, mais arrière-grand-mère, de savoir qu'il est arrivé quelque chose de tellement d'abracadabra, mais qui est raconté comme quelque chose de réel, juste ça, ça me suffit pour créer peut-être encore un bon bout de temps, mais aussi pour me replacer en tant que dans mon rôle d'auteur. Très bien. Très bien. Sandra a justement une question un petit peu en lien avec ce que vous venez de dire. Merci. Bonsoir Natacha. Ah, Et bonsoir tout le monde. Justement, on vous entend ce soir nous dire toute votre volonté en fait de faire comprendre qui sont les Inuits et qui est comment est cette communauté, quelle est son essence, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais je me demandais justement à quel moment et comment vous réussissez à savoir si vous avez atteint votre objectif en fait auprès des Inuits. Est-ce que vous avez des gens qui vous répondent par rapport à vos textes, qui réagissent, ou est-ce que, je ne sais pas, par le biais des médias, des critiques, voilà, comment vous réussissez à savoir que vous avez atteint ou pas votre objectif? Parce que voilà, votre volonté, elle est forte. Maintenant, voilà, est-ce que ça apporte ses fruits? merci pour la question. Mais c'est vrai que, en plus, bon, je reviens de ma communauté, fait que ça m'a vraiment donné, ben, en tout cas, tu sais, j'ai fait beaucoup de télé, j'ai eu accès à beaucoup d'expositions, fait que des fois, la relation des gens avec cette exposition-là, tu sais, pendant un certain temps, tu sais pas si c'est sincère ou juste parce que tu as fait de la télé, les gens sont comme, ils veulent juste être avec toi ou des choses comme ça. Moi, c'est parce que je suis très dans l'humain, hein. Je suis pas ce genre de gens là-bas qui travaillent, qui sont juste dans le superficiel. Tu sais. Moi, j'ai du mal avec les superficiels. Mais fait que quand j'arrive dans ma communauté, par contre, c'est ça, à chaque fois que je suis retournée, je sentais toujours que j'étais un petit peu comme, en anglais, ils disent en trial, comme un peu en... Ils s'essayent pour voir, ça, c'est typique des Inuits, en fait. C'est pour voir si la personne qui vient de chez nous est restée encore elle-même. Si elle n'est pas devenue un autre personnage ou si tu sais, si elle n'est pas, elle est pas devenue trop dans l'ego, dans sa propre image. Puis je me suis dit, je me sens tellement comme j'ai de la chance d'avoir une communauté ou un peuple comme ça qui reste quand même sur ses bases. Bon, après, on a tous nos enjeux, nos drames, et nos personnalités, mais ça m'a toujours remis à la base, cette façon de ma communauté à chaque fois de me réaccueillir, de sentir qui veulent s'assurer que je perds pas mon identité, même la plus humaine ou la plus tu sais, essentielle possible. Et avec le temps, j'ai du mal avec les compliments, mais chez nous, j'essaie de les accepter autrement parce que c'est comme de dire, tu fais bien ton travail, continue. Tu fais des choses que d'autres ne font pas nécessairement ou ne feront pas de la même façon, continue. C'est comme on me disait aussi il y a quelques années, les gens se rappelaient de ma grand-mère et disaient, tu fais vraiment exactement le même travail que ta grand-mère, même si à l'époque, j'avais pas d'informations réelles qui me le prouvaient. Fait que j'étais comme, je sais pas ce que c'est. Puis éventuellement, récemment, on m'a dit que
de réussir à faire ce que je fais leur permet même de se sentir, je suis pas la seule à faire ça, mais on est plusieurs à contribuer à ce sentiment-là, mais de sentir un plus grand bien-être à l'extérieur même, dans la société, tu sais, à l'extérieur de la communauté, dans la société québécoise. Dans ma ville d'origine, c'était une ville très difficile en termes de relations entre autochtones et non-autochtones. Maintenant, on est quelques artistes à venir de là, à avoir des grandes exposures, en fait. Puis quand je reviens, j'ai vu une grande différence dans les relations. Il y a Stanley Volant qui vient de chez nous, Joséphine, il y a Ghislain Picard qui est chef des Premières Nations. Fait que c'est sûr que les Bécomo, à ce moment-là, il y a un petit peu de pression à être correct avec nous autres. Là, je blague. Tu sais, quand j'entends ça, je me dis, OK, des fois, je me dis à quoi ça sert de continuer à faire ça? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que les gens sont aussi. Est-ce que chez nous, on se sent bien avec ce que je fais? S'il fallait que les gens étaient complètement inconfortables. Bon, si maintenant je faisais quelque chose qui les rendait complètement inconfortables, la littérature, c'est bien, mais je sais pas quel genre de truc les rendrait inconfortables, mais je pense que j'aurais peur de mal représenter mon peuple, et surtout si à une époque, on n'était pas beaucoup. Maintenant, on est de plus en plus, donc il y a une plus grande diversité des intervenants, des gens dans les médias, dans la littérature, etc. Donc, là, je pense que les Québécois commencent à comprendre qu'on n'est pas juste une forme d'Indien, mais on est plusieurs personnes, plusieurs personnalités. Mais j'ai l'impression, en tout cas, j'ai eu le sentiment quand j'y suis allée, j'essaie toujours de disparaître, hein, mais tu sais, de me faire dire, on te reprend, on est content, puis on veut te donner le plus d'informations possible. Là, c'était la première fois que je sentais qu'on voulait me transmettre le plus de choses possible. J'ai l'impression aussi que chez les Inuits, bon, à une époque, même Rita Mestokosho, je pense qu'elle en parle, elle en parlait, c'est que puisqu'elle était la seule à prendre parole, là, on lui disait de ne pas prendre parole parce qu'on avait peur d'attirer l'attention à nouveau sur les Autochtones. Et là, chez nous, on avait peur de revivre les mêmes traumatismes ou les mêmes violences. Puis maintenant, ça a tellement évolué que maintenant, les gens veulent nous donner le plus d'informations possible pour qu'on puisse continuer à les transmettre. Puis là, ben, je vais finir là-dessus, mais même, tu sais, dans le roman, c'est arrivé que des gens sont venus me voir après avoir lu Nawe Dagon, puis ils m'ont dit, pourtant, c'est des gens que je considère en savoir beaucoup, beaucoup sur notre culture, puis ils m'ont dit, j'ai l'impression que tu en sais tellement plus que moi ou que nous. Je suis comme, mais non, j'ai pratiquement pris vos informations, vos savoirs, mais de sentir qu'en fait, que je contribue aussi à ce recirculation des savoirs, des transmissions, des connaissances. Ça me rassure, en fait, puis je veux juste continuer dans cette optique-là. Tant et aussi longtemps, c'est ça que les gens se sentent bien, confortables, bien représentés. C'est ça. Pendant longtemps, on avait du mal, des fois, à ne pas reproduire nous-mêmes des préjugés, des stéréotypes, parce qu'on était tellement élevés là-dedans que c'est ça, le travail continue en ce sens-là, de se déconstruire nous-mêmes. Donc, voilà. Je vais lire également un passage sur une question qui m'intéresse particulièrement, c'est le côté cyclique. Et donc je vous lis. Tout est un cercle. Tout est un cercle en achevant les pages de l'histoire pour la repeindre. Retranscrire les légendes traditionnelles. À la toundra brunante, tu respires le pain de tes chasses encourues lointaines. Ton feu est une étoile parmi tant d'autres. La masse est lactée. Une toile s'effile alors au plafond de tes orbites. Tes recherches brouillent les pistes. Cesse de briser mes érosions à tes bateaux. Laisse-moi finir. Mon sentier a encore des pas à franchir, mon étranger sur ma terre. Fais ce qui te plaît tant que vivent mes frères. Je lirai les omoplates, les dessinerai parallèles, décèlerai la voie de nos pères, les routes bloquées. Alarmé sans boussole, mal armé. Alors, je ne sais pas si le mal armé, c'est pour le poète aussi, peu importe. Peu importe, mais dans votre recueil, il y a aussi une perte de repère. Alors, est-ce que c'était peut-être, vous dites qu'il y a une perte de repère de cette femme que vous étiez peut-être à 19 ans, mais il y a aussi ce côté cyclique, ce côté circulaire qui revient régulièrement. Est-ce que vous pensez aussi que l'histoire se répète? Est-ce que vous pensez que la littérature se répète? Vous republiez un texte 10 ans après,
vous le modifiez et de ce que vous nous dites ce soir, on a l'impression que les choses quand même évoluent. Est-ce que le côté cyclique finalement met fin à l'évolution? Est-ce que le fait que ça se répète, est-ce que ça veut dire que l'évolution n'est plus possible? Ben, pour vous répondre dans une perspective complètement inoue, en fait, le cycle qui revient, c'est tout simplement la promesse d'une évolution. J'ai l'impression que si le printemps revient, c'est déjà l'assurance que quelque chose de neuf va venir. C'est la sensation qu'on a, alors qu'on sait tous très bien que quand chaque saison revient, c'est la même saison, mais on sait que c'est qu'il y a toujours quelque chose de neuf et qui promet de changer. Euh, et je me dis, c'est la même chose. C'est comme en ce moment, je me dis, si je devais publier à nouveau de la poésie maintenant, qu'est-ce qui me ferait envie? Mais j'aurais envie de revenir dans quelque chose qui est très semblable à J'achève mon exil, qui est plutôt dans une impression de l'environnement, dans un amour total du territoire, alors qu'entre-temps, j'ai écrit beaucoup de textes plus dans un sens sociopolitique, beaucoup plus dans une sens de réflexion, plus comme dans l'essai, dans une impression du monde autour de moi, au Québec ou au Canada en général, mais j'ai envie de revenir dans qu'est-ce qui est mon essence, puis mon essence, c'est mon village. Fait que c'est sûr, j'ai l'impression que là, je verrais un cycle recommencer. Et j'ai l'impression que ça me permettrait aussi de mieux recommencer en poésie, puis de me réapproprier ce territoire-là moi-même aussi. Et justement, quand je suis revenue dans mon village, je me suis dit, mon Dieu, ce serait tellement important pour moi en tant qu'artiste, mais juste en tant qu'être humain, puis en tant que jeune Inou, juste de revenir habiter dans mon village, même juste pour un an, comme je l'avais fait à l'époque. Parce que juste le un an que j'ai passé en 2010, quand j'avais 19 ans, ça m'a forgé pour les 10 années d'après. Puis en ce moment, j'ai l'impression de perdre un peu mes repères parce que je suis en ville, mais j'ai l'impression de pas comprendre pourquoi je suis là. Dans le sens au-delà du professionnel, c'est parce que professionnellement parlant, tout va bien ici, c'est le meilleur endroit, mais humainement, tu sais, c'est en tant qu'Inou, est-ce que je comprends pas pourquoi je suis encore à Montréal. Mais ça, je vous partage quelque chose de très, très personnel, très intime. Mais quand j'étais dans mon village, je me suis dit, il est temps que je revienne. Il est vraiment temps que je revienne. Alors que c'était la première fois, quand je revenais chez moi, je ressentais vraiment, j'identifiais ce besoin-là. En ce moment, je me dis, c'est tellement nécessaire pour moi de aussi. Bon, plutôt cette année, j'ai fait une demande de subvention au Conseil des arts du Canada que j'ai pas reçue. Peut-être que je l'avais pas assez bien complété, mais je me dis aussi ce qui serait important, c'est que je revienne dans mon village, mais que je fasse le plus possible le tour des communautés Innu pour que moi, je puisse me recentrer aussi dans mon art, dans l'écriture. Revenir chez soi, je pense, quand c'est possible, c'est important. Puis là-bas, tout d'un coup, j'avais envie d'écrire plein de choses, puis j'ai pu le faire un peu, mais pas beaucoup. Puis dès que je suis revenue à Montréal, j'ai arrêté. Et je me dis, c'est tellement clair maintenant qu'il faut que je retourne, donc c'est dans mes projets. Donc en ce sens-là, pour moi, le cycle, c'est ça. Un jour, il faut toujours venir à la maison pour mieux repartir. Très bien, Mm. très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé d'Antoine Capèche, qui fait partie de vos modèles, j'imagine. Est-ce que vous avez, je demande à chaque auteur, hein, de reproposer un auteur ou un livre méconnu, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors, j'imagine qu'avec la littérature québécoise, vous allez avoir une grande masse de livres qu'on ne connaît pas encore en France, qui ne sont peut-être pas édités, et que vous avez sûrement choisi une autrice autochtone. Mais c'est à vous donc, Natacha, qui avez-vous envie de remettre au goût du jour? Au cours du jour, attendez, là, j'ouvre les PDF que j'ai de livres. Mais la plupart sont en anglais. Mais je pense que c'est une poète que j'ai recommencé à lire depuis 2 ans. C'est Joy Harjo qui est de la nation Muskogee. Je pense qu'elle est traduite en français en France. Oui, aux éditions Globe. Ouais. Ah oui, c'est ça. Mais après, bon, à voir la traduction. Mais c'est quelqu'un de qui je me nourris beaucoup.
Puis j'ai l'impression de, même sans la connaître, d'avoir justement une Kogan, une nouvelle parente en poésie, qui me ramène aussi à comment participer en poésie, entre autres, mais en écriture, en création, c'est comment revenir à ces récits ancestraux pour mieux comprendre qui nous sommes dans le monde d'aujourd'hui, même si on a l'impression que nos récits ancestraux ne correspondent pas du tout au monde d'aujourd'hui. Mais nos aînés, ils s'entendent tous pour nous dire que dans la plupart des récits oraux ancestraux, mais ces récits-là correspondaient toujours à l'époque à laquelle ils étaient racontés. Fait qu'à chaque époque, le conte apporte ses réponses aux questionnements que les gens du peuple ont, où les individus se posent. Donc, on peut toujours retrouver des morceaux, puis j'ai l'impression que Joy Harjo, elle fait ça toujours complètement. Donc, en quelque sorte, elle est une guide, une mentor, puis elle continue à faire ça. En tout cas, j'ai ça parce que je me suis dit que mon préféré, c'est A Map to the Next World. Puis même dans mon dernier recueil de nouvelles, ça m'avait beaucoup inspiré ce livre-là pour écrire Candot. Puis je l'ai même mis en exergue une partie de ce qu'elle écrit, qui est complètement aussi mystérieux dans la citation que j'avais trouvée. Mais pour moi, elle est redevenue ma base en ce moment dans l'écriture. Bon, elle est des États-Unis, hein, c'est très différent, mais en tout cas, c'est une très grande mentor, je pense, pour plein d'auteurs autochtones en Amérique du Nord. Donc, ça me fait plaisir de parler d'elle. Très bien. Très bien. Je reviens sur le texte et notamment sur la question du silence. On sait qu'en poésie, le silence est capital et c'est aussi pour ça parfois que les pages sont extrêmement aérées. Est-ce que pour vous, le rôle du silence est... J'ai l'impression qu'il est quasiment contradictoire avec ce que vous prenez. Vous, votre but, c'est d'être extrêmement engagé, de justement euh, faire taire tous les silences du monde. J'ai l'impression que vous avez une notion du silence qui est à contrario d'aujourd'hui, et c'est ça qui est très intéressant. Mais est-ce que ce silence-là intervient dans votre art? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous utilisez ce silence-là pour quand même faire parler ces moments où il ne se passe plus rien? Mais tout de suite, je vais aller vers l'art performance où déjà, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé là-dedans, puis j'avais fait une pause, puis là, finalement, j'ai recommencé il y a quelques années parce que je me suis rappelé pourquoi je faisais ça. C'est que je me dis, ma vie en général, vu que le professionnel prend beaucoup de place dans ma vie en général, je me dis, c'est de parler, de tenter de verbaliser, d'être vraiment dans ce combat-là. Fait qu'au final, même dans ma tête, comme même si je suis dans ma vie personnelle, je fais de ma vaisselle, je fais à manger, mais je suis toujours en train d'écrire un livre dans ma tête. C'est comme si mon cerveau se repose pas. Après, bon, je rencontre des professionnels de la santé pour m'aider à prendre des pauses. Je fais des blagues. Non, mais quand je fais de l'art, des œuvres de performance où c'est sûr, je suis plus dans le mouvement, dans le corps et tout ça, c'est sûr pour être encore plus à l'écoute de ce qui se passe. Là, j'utilise le silence complètement parce que si ma vie est un bruit constant, puis après, tout ce qui est, si on vit au Québec, si tu es autochtone, tu vis au Québec, tu vis à Montréal, tu es un petit peu impliqué dans les arts, c'est sûr, les gens, même tes amis, ne te voient que comme ça, comme qu'une personne qui va te donner des informations sur leur ignorance. Fait que même dans mon intimité, des fois, ça peut se retrouver. Puis je me dis, comment est-ce que je peux aussi me réapproprier le silence? C'est sûr que j'aime beaucoup l'opposition que vous faites, Anthony, c'est vrai, faire taire tous les silences, ces silences-là qui peuvent en fait porter préjudice à nos corps, à notre existence. Tu sais. Garder silence sur les injustices vécues par les Autochtones, c'est funeste. Tu sais, ça amène à des disparitions, à des morts, tu sais, à l'effacement même de personnes, d'âmes, d'esprits tu sais, sur le territoire sur lequel on vit. Donc, garder silence sur des sujets, c'est porteur de ça. Puis en même temps, le silence n'est pas seulement ça, c'est aussi une capacité de réflexion. Est-ce qu'on est capable de réfléchir en gardant silence? Est-ce qu'on est capable de s'écouter, réfléchir quand on garde, on fait silence? Est-ce qu'on est capable, bon, moi, je suis pas, je suis plus dans je suis pas si spirituelle de ces jours-ci, mais quand je fais silence, des fois c'est pour prier, tenter de prier, de réapprendre à prier aussi. Nos ancêtres, nos esprits ici et là-bas. Puis
Puis en même temps, finalement, quand on crée, c'est aussi de faire silence en soi, c'est l'essentiel. Sinon, on peut pas être complètement en phase avec qu'est-ce qui se passe réellement autour de nous. Puis quand je dis que pour moi, ma définition de la poésie, c'est l'observation de l'environnement, c'est l'observation de qu'est-ce qui se passe autant en soi qu'à l'extérieur de soi, autour de nous, mais il faut faire silence pour pouvoir observer. Et donc, pour moi, c'est essentiel. Puis même moi, je fais pas assez silence dans ma vie pour être capable d'être complètement à l'écoute. Fait que pour moi, c'est un questionnement du moment. Très bien, j'ai bien fait de poser la question alors. Ça aurait même pu s'appeler J'achève mon silence pour un retour tremblant. Ça Ou aurait pour un pu. retour tremblant au silence, quelque chose de même. Exactement. Alors, j'ai une dernière question pour vous, Natacha, et c'est sur l'avenir. Vous êtes extrêmement engagée et je pose la question régulièrement aux auteurs qui viennent dans cette émission. Dans 50 ans, en 2074, comment imaginez-vous cette société? Alors, ça peut être sur une thématique propre, hein, comme les autochtones, par exemple. Est-ce que vos engagements, ce que vous dites, ce que vous prenez sera réalisé totalement? Ou au contraire, sur le monde en général, vous décidez l'orientation que vous voulez donner à cette question-là? J'avais vu la question, puis c'est sûr, la première chose qui m'est venue en tête, c'est vraiment comme si on fait pas assez d'efforts, puis je trouve qu'on en fait, on commence à en faire beaucoup, mais on n'en fait pas assez en ce moment pour la sauvegarde des langues et des cultures. Et déjà, dans la sauvegarde des cultures, il y a aussi déjà le grand mouvement de rapatriement de nos savoirs, de nos connaissances dans le moment présent. Il y a beaucoup de travail qui se fait, mais tu sais, si on est juste une infime poignée de personnes par peuple, par communauté, par culture à faire tout ce travail. Oui, on a plus de ressources, mais c'est pas tout le monde qui en qui ça. Je suis un petit peu désillusionnée de la réalité sur le terrain, dans l'industrie. Mais je suis très réaliste. Mais je me dis, si on fait pas cet effort-là, là, en ce moment, dans 50 ans, on va parler de nous par les livres, mais on va ni parler les langues, on va connaître quelques mots, mais on va se poser des questions de qu'est-ce que ça voulait réellement dire à l'époque. En tout cas, 50 ans, c'est grand. Déjà, en ce moment, bon, l'éducation sur les Premières Nations, sur les Autochtones en général, les premiers peuples, depuis 10 ans, ça a énormément changé. C'est sûr, les conditions de vie n'ont pas énormément changé et pourtant, c'est la première chose qu'on revendiquait à l'époque. On voudrait que ça change, surtout en étant dans un pays qui se dit défendre les droits humains les plus basiques. Mais chez nous, ça se fait pas. Euh, dans 50 ans, j'ai l'impression qu'on risque vraiment de, en partie, disparaître. Nous, du moins. Et là, je me dis, c'est pas aujourd'hui, ce soir ou demain que je vais m'arrêter. Parce que si on est de plus en plus à le faire, mais c'est sûr, là, ça va assurer une certaine pérennité puis une certaine évolution. Mais c'est sûr que nous, ce qu'on veut faire, c'est la décennie hein, des langues autochtones, de la sauvegarde des langues autochtones. 2022 à 2032, on a vraiment... Est-ce que vous m'entendez? Je pense que j'ai eu un changement. Je vais laisser reposer mes AirPods. Vous m'entendez toujours? Oui, c'est ça. Si c'est ça, moi, ce que j'aime, ce qu'on veut, le but de la décennie, c'est de faire en sorte que ces langues-là existent aussi dans 50 ans. Mais ça fait déjà 2 ans qu'on est dans la décennie, puis j'ai pas vu grands efforts. Donc, donc je me dis, à cette vitesse-là, dans 50 ans, on sera plus là. Puis moi, ça me fait vraiment mal d'y penser, de dire qu'on est à risque. C'est la réalité, on est à risque. Mais en ce moment, si on fait un petit peu plus d'efforts, ça ira bien. Donc, j'imagine quand même, donc, mettons, si je vais dans le positif, l'optimisme, c'est vraiment, je pense que on va exister, on sera peut-être beaucoup plus. Puis on va avoir assuré en quelque sorte, du moins dans 50 ans. Des fois, je me demande quels seront nos savoirs traditionnels dans 50 ans. Je pense quand même qu'on va réussir à sauvegarder ce qu'on peut sauvegarder en ce moment. Mais j'imagine qu'on sera là. Je serai peut-être encore là. Puis j'espère, moi, bon, ça devient souvent personnel quand j'imagine le futur. J'espère être parmi ces gens-là qui gardent la flamme jusqu'au bout. Puis qui rappellent à toutes les générations de continuer à faire ce travail-là de mémoire. Parce que je pense que je suis née pour ça. C'est très important pour moi depuis très jeune. Puis je pense que si on relâche un petit peu le morceau en ce moment, il y a toujours un risque justement que ça aille pas dans
le sens qu'on voudrait. Donc pour moi, c'est ça. C'est pas que je vais finir par me reposer et puis prendre des vacances entre-temps. On n'y croyait pas, Natacha. En entendant cette phrase, on n'y croyait pas. Mais c'est ça que je me dis pour dans 50 ans. J'ai de l'espoir, puis en même temps, on est très proche d'arriver à une catastrophe. Non, je blague. Ah non, j'aime ça faire des blagues. Ouais, c'est ça. Voilà. Très bien, merci. Merci infiniment, Natacha. Je le remontre, il est là et toujours dans la même collection Talisman aux éditions de Paysages. J'achève mon exil pour un retour tremblant. On avait reçu Maya Cousino-Molène il y a quelques mois et on complète la collection avec vous, Natacha, et on en est ravis. On lui souhaite une longue vie à cette collection parce que la poésie autochtone, on en voit très peu en France et c'est bien dommage. Et donc, je suis ravi de vous avoir reçu ce soir. Donc, merci encore. On embrasse Amaury qui n'a pas pu être là ce soir. Euh, on l'embrasse et on l'encourage évidemment fortement à continuer autant que possible pour faire parler ces voix qui sont essentielles et parfois minoritaires. Et cela est bien dommage. Donc on vous remercie infiniment, Natacha et Laure, pour cette rencontre. Merci pour vos réponses. Ben, bonne nuit, hein? Moi, je vais continuer ma journée. Et oui, eh oui, en effet. Dormez bien, faites de beaux rêves. J'espère que vous allez faire de beaux rêves ce soir. Merci Natacha. Merci à Merci. tous. Merci à Merci tous. Antoine. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Mhm.